et c'est la circularité. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et je pense que la circularité, chez BPI, on commence à en parler de plus en plus, pas que chez BPI. Et je pense que ça va devenir graduellement le sujet majeur, parce que c'est la solution majeure en fait qui va résoudre à peu près tout, qui pourrait résoudre à peu près tous les autres problèmes. On a les 5 autres grands problèmes. Donc je reviens juste à la partie moi que je voulais développer pour dire, donc ça c'était une planche qui parlait de réindustrialisation, mais en fait c'est peu importe, soit on souhaite se réindustrialiser, soit s'industrialiser tout court. Hein. Et en fait la question qu'on se posait c'était qu'est-ce qu'une usine décarbonée? Ou qu'est-ce que ça veut dire une usine décarbonée? Et d'ailleurs, où sont les frontières de l'usine? Est-ce que c'est ce qui se passe dans l'usine qui vous intéresse, ou est-ce que c'est ce qui se passe en amont et en aval, en fait, finalement, voire même l'objet même de ce que fabrique une usine? Parce que sinon, on tombe dans des paradoxes, effectivement, on peut avoir une usine ultra efficace, hyper moderne, et qui fabrique des objets tout à fait inutiles, et qui n'apportent aucun bien-être à l'humanité, et qui vont servir juste à polluer les décharges, parce qu'ils vont aller à la poubelle. Donc, l'idée, là, c'est de se dire, en fait, si on veut vraiment redéfinir ce qu'est une activité pérenne, durable, et même qui apporte de la valeur finalement économique et sociale, il faut s'interroger sur toute la chaîne, pas seulement comment on fait la chose, mais pourquoi on fait la chose, pourquoi faire, avec quel type de matière, puis après qu'est-ce que ça devient, la réparabilité, etc. Et justement, la notion de sobriété, dont aussi a parlé Émilie. Alors c'est assez connu, hein, on dit il faudrait faire de la sobriété d'abord, puis de l'efficacité, puis après on remplace par exemple les énergies fossiles par des renouvelables. Alors tout le monde est toujours d'accord avec ça, sauf que la sobriété c'est pareil, c'est personne n'est capable de donner une définition de la sobriété. En tout cas elle est toujours très personnelle. Donc alors une des définitions quand même qui marche pas mal, c'est la sobriété en matière, c'est-à-dire de dire si on arrive à faire à peu près la même activité économique qu'avant, mais avec beaucoup moins de matière, on peut estimer qu'on a été sobre. Donc le gros enjeu, c'est, pour moi, vu par moi, disons, c'est les matières. Donc moi, les green tech qui vont m'intéresser, en premier lieu, c'est les green tech au service de ce que j'appelle la vraie circularité. Alors, parce que circularité, souvent, spontanément, les gens vont répondre « Ah oui, le recyclage ». Alors, le recyclage, c'est la boucle la moins intéressante de la circularité, parce que le recycler, en général, c'est des déchets ou des choses qui sont des parties d'équipement qui sont très difficilement réemployables. Donc en fait, voilà, ça a assez peu de valeur. Donc il y a des boucles de circularité beaucoup plus nobles et intéressantes. La première étant allonger les durées de vie et les taux d'usage des équipements, et ensuite les rétrofiter, les réemployer, les réparer, etc. jusqu'à descendre in fine, quand on n'a plus le choix, jusqu'à recycler les éventuels déchets. Donc en fait, pour moi, ça donne une sorte de cadre mental, finalement, où moi, je vais avoir ma propre cartographie des green tech, qui ne va pas forcément être technologique, justement, mais plutôt, et où est-ce qu'elles vont s'inscrire là-dedans, en quoi, et notamment en quoi elles vont favoriser la circularité. Donc ça peut être pour moi des green tech qui peuvent être dans l'IT, qui vont mettre en relation différentes industries pour dire les intrants des uns, les déchets des uns sont les intrants des autres, etc. Il faut essayer de fabriquer cette fameuse ces symbioses industrielles, par exemple, etc. Donc ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de communication. Et voilà, ça pour moi c'est de la green tech qui change la donne, puisqu'on va vers quelque chose qui permet in fine d'économiser de la matière ici, et qui va dans le sens de la taxonomie verte, qui va permettre en aval de ça à plein d'industries d'avoir du chiffre d'affaires vert au sens de la taxonomie. Je détaille pas trop ça, ça va devenir de plus en plus important. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore très très connu comme notion, mais les investisseurs, déjà maintenant, s'intéressent de plus en plus aux activités qui ont du chiffre d'affaires vert au sens de la taxonomie. Et au sens de la taxonomie, par exemple, démontrer qu'on est circulaire, c'est pas que c'est facile, c'est possible en tout cas techniquement, et c'est un peu la voie royale selon moi pour attirer les investisseurs justement. Où est-ce qu'il y a des green tech qui peuvent changer la donne aussi? Effectivement, donc c'est dans les chaînes d'approvisionnement aussi, effectivement, où là c'est pareil, c'est plus de l'intelligence de mise en relation. Après, il y a aussi évidemment les produits bas carbone, donc là c'est le plus classique d'apporteurs de solutions dont a parlé Émilie, mais pour moi, il y a vraiment un continuum, disons, tout ça un peu philosophique sur la question, qui
qui dit les leviers pour se décarboner et au-delà pour diminuer les extractions de matières premières qui sont la source du problème in fine. Voilà, c'est... voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'en fait, après il y avait beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne voudrais pas dévier trop du sujet. On peut prendre, je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions sur le sujet. Et en même temps, je réfléchis à ce que j'ai oublié. Bonjour monsieur, voilà, ravi d'assister à votre conférence, c'était très intéressant, c'est vrai, on parle beaucoup du développement durable, déchets zéro, gaspillage zéro. Alors comment vous trouvez la position de la République française par rapport à d'autres pays? Est-ce que parmi le top des premiers qui respectent l'environnement et avec le déchet sélectif, tout ça, ou bien on est encore un peu en retard par rapport à d'autres pays industriels? S'il vous plaît, merci. C'est une question pas évidente. En fait, en France, disons que la France est un pays de loi. Donc c'est vrai qu'en France, il y a souvent des lois plus restrictives en la matière qui inspirent en général l'Union européenne. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait, où dans l'histoire récente, c'est assez souvent l'Union européenne qui a adopté finalement des lois françaises. Voilà. Donc en ça, pour ce qui est des lois, la France est un pays relativement exemplaire, effectivement. Pas pour ce qui est des pratiques, je sais pas trop, c'est-à-dire que en fait, respecter les lois, même un peu restrictives, pour moi c'est bien. Ça va pas, c'est pas, la loi pour l'instant n'incite pas assez finalement à rentrer dans ces logiques-là de changer les modèles d'affaires. En fait. Il n'y a pas encore une loi qui dit il faut changer de modèle d'affaires et arrêter de vendre des objets, mais plutôt par exemple les louer, en rester propriétaire, faire de l'économie de la fonctionnalité. Peut-être que dans 10-20 ans, on sera peut-être obligé de faire ça. Voilà. Donc ça c'est un peu philosophique, mais la réponse à votre question plus pragmatique, disons qu'au niveau mondial, l'entité Europe est plus avancée que beaucoup d'autres endroits, et la France en Europe est assez précurseur au niveau des lois en général. Voilà. Après, moi je ne fais pas une différence énorme entre pays européens. Enfin, je ne sais pas si la question c'était au niveau mondial ou Europe. Une dernière petite question, comment vous définissiez le développement durable? Alors, il y avait la définition de 1987, je crois, qui est excellente, hein, c'est d'assurer de mémoire, hein, d'assurer le bien-être aujourd'hui, tout en garantissant celui des générations futures. Bon, voilà, j'ai bon. Ouais, vous avez bien appris. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne définition, c'est parfait. Aujourd'hui, plus pragmatiquement, je trouve que ce qui est intéressant, je reviens à la taxonomie européenne, parce que toutes les discussions qu'on a de partout avec des investisseurs ou des dirigeants, on parle beaucoup d'être en transition, enfin c'est le grand mot, il faut être la transition énergétique, tout ça. Voilà, etc. Mais c'est pareil, les gens, il n'y a pas vraiment de définition à ça, sauf que maintenant avec la taxonomie, oui, il y a des définitions, parce qu'en fait pour moi maintenant, être en transition, ça veut dire avoir un plan d'investissement ou d'action à mener, qui sans doute mène à investir dans différents équipements, des objets ou des démarches, pour arriver à avoir du chiffre d'affaires vert au sens de la taxonomie verte, qui elle, est une sorte de loi, en fait, ça se traduit dans des lois d'ailleurs dans les pays. Donc pour moi, effectivement, être une définition minimale, presque, d'être durable, c'est d'avoir du chiffre d'affaires vert au sens de la taxonomie verte européenne. Voilà. Là, déjà, et au moins, ça mérite d'être une définition qui selon les secteurs, elle est vraiment objective. Après, pour aller plus loin, effectivement, il y a la notion de limite planétaire, de donut, de reward, plein de choses hyper intéressantes qui disent que, en fait, une vraie activité durable, elle est à la fois, elle ne prend pas trop de ressources, elle ne dépasse pas les capacités de la Terre à nous fournir les ressources, et en même temps, elle fournit socialement, notamment, ce dont l'humanité a besoin. Voilà. Et cette étroite bande-là, on peut dire que les activités sont durables. Et là, c'est un peu philosophique. Merci beaucoup. Merci. Pour compléter aussi par rapport à votre réponse, en fait, je pense que ça, c'est un schéma effectivement hyper intéressant. Je suis consultante en RSE, donc j'ai accompagné des dirigeants. La question, c'est qu'il y a un schéma idéal et une entreprise n'est jamais toute seule.
la taxonomie, ça fait avancer bien sûr, mais l'idée c'est qu'il y a des filières de recyclage par exemple qui doivent se mettre en place pour pouvoir se sourcer en produits de seconde main, si j'ose dire, industriels, etc., quel que soit le secteur. Oui, alors oui, merci pour cette remarque, parce qu'effectivement, c'est hyper important, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on essaye d'accompagner, par exemple, une entreprise, on bute forcément sur cette question-là, mais moi, je peux rien faire, même en tant qu'individu, on peut avoir tous cette impression-là, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Et effectivement, on arrive de plus en plus à cette logique de filière, effectivement. Alors, soit localement, faire des synergies locales, en amont, en aval, mais aussi des notions de tous ensemble, dans un même métier, se changer tous ensemble, quoi. Et ça, c'est quand même un peu nouveau, et j'ai l'impression que ça émerge, et c'est vachement bien, je trouve. Et j'ai l'impression que même notre président, Nicolas Dufour, qu'on a parlé à Joureux, je sais pas si ça a été ça, Émilie, mais en haut lieu, effectivement, on commence aussi à se dire, mais finalement, il y a quand même des logiques de filière où, typiquement, la métallurgie, par exemple, à chaque fois qu'on est dans une entreprise de métallurgie, mettons, qui fait de la tôlerie, donc ils plient des tôles d'acier, voilà, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau? Pas grand-chose, parce que leur impact principal, c'est d'utiliser de l'acier. Par contre, si toute la filière de la métallurgie, je sais pas, se cotisait pour qu'à Dunkerque on fasse de l'acier bas carbone, je dis ça parce qu'on a visité l'usine Léo Fourneau de Dunkerque, c'est mémorable. Et voilà, enfin, et donc là, d'un coup, toute la filière se décarbonerait. Donc en fait, et là, c'est la réaction finalement. Donc oui, c'est hyper intéressant. Alors je suis arrivé un peu en retard, donc excusez-moi si ma question a déjà été répondue dans la présentation. Mais vous avez mentionné justement à l'instant dans votre réponse cet enjeu un peu de la supply chain des industries. J'aimerais faire le lien avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, où concrètement on a un peu cette optique-là en France et en Europe de réindustrialiser proprement avec un certain type d'industrie. On a quand même malgré tout l'industrie du métal, de l'écologie dont vous avez parlé, mais c'est globalement des industries qui ne sont pas les plus salisantes, au moins la partie effectuée en Europe n'est pas la partie la plus polluante. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait imaginer développer le MAC ou d'autres outils, si vous en avez en tête, pour agir sur la totalité de la supply chain? Non, je peux préciser un petit peu plus la question. Non, mais... Bon, oui, j'ai vu, je crois avoir compris la question après la réponse. Je ne sais pas si j'en ai vu. C'est hyper compliqué, parce que c'est vrai que le mécanisme d'ajustement, il est complètement imparfait, effectivement. Parce que, d'autant que on va taxer, par exemple, l'acier, mais on ne va pas taxer les fourchettes en acier. Alors bon, du coup, c'est quand même... Donc c'est presque pervers parce que finalement on va plus avoir intérêt à importer des fourchettes pour fabriquer déjà avant ici. Donc on voit que ce genre de truc est hyper compliqué. Donc j'ai vraiment pas de... Enfin, ça me paraît vraiment une usine à gaz quand même qu'on va avoir du mal à gérer. Ça c'est la première remarque. Après voilà, il me semble qu'il y a quelque chose qui peut marcher pas mal, mais ce serait plutôt de mettre une incitation de marché type prix du carbone, quoi. Enfin, de le rendre vraiment obligatoire, mais au sens dans tous les sous-jacents de l'économie, parce que mettre une taxe à la frontière sur une liste de produits, c'est un petit peu illusoire, surtout qu'il y aura des contournements très faciles. Alors que recalculer le contenu carbone de tous les produits, c'est... Bah, paradoxalement, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile, parce que maintenant les méthodologies sont très au point, il y a plein de facteurs d'émission qu'on peut trouver assez facilement. N'importe quel équipement qu'on va acheter, on peut le décomposer assez facilement en sous-ensemble et connaître les facteurs d'émission et donc reconstituer le contenu carbone. Et là, on pourrait appliquer un prix du carbone à cette chose-là. Mais bon, c'est pareil, ça reste très philosophique à ce stade. Surtout qu'il y a des problèmes de blocs économiques qui... Enfin, on passe toujours à un jeu du dilemme du prisonnier. C'est que si tout le monde fait la même chose, ça peut peut-être marcher, mais si on est seul en Europe à faire ça, ça ne va pas marcher. Tu veux dire ?